Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre édition. Dans un instant, le Journal des territoires. Nous allons nous rendre en Corse. Retrouver Roger Antec, c'est le rédacteur en chef de Corse Matin. Vous savez, c'est le grand débat national. Le président de la République est en Corse aujourd'hui et Roger Antec va nous décrire l'ambiance sur place. Il est en duplex et en direct de Corse Matin, dont il est donc le rédacteur en chef. Puis Territoire d'Info, c'est l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui sera sur ce plateau en direct. Enfin, la troisième partie sera une émission spéciale liée à l'actualité parlementaire ce jour. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires. Et je vous y retrouve. Emmanuel Macron est en Corse dans le cadre du grand débat national aujourd'hui. Quel est, Roger Antec, l'état d'esprit sur place avant que ne démarre cette journée? Vous êtes le rédacteur en chef de Corse Matin, un journal partenaire de cette édition. Bonjour Cyril. Bien écoutez, une tension politique évidente et on l'a vu tout au long de la journée d'hier avec l'impossibilité de ce dialogue entre les présidents de la collectivité et le président de la République. Ils ne se rencontreront pas aujourd'hui. Une tension sociale. Faut savoir que l'île est l'un des territoires de la République les plus touchés par la précarité. 20% de la population au-dessous du seuil de précarité. Et la sensation parmi cette population que les réponses ne viennent pas aujourd'hui. Il n'y a pas eu ici de mouvement des Gilets jaunes à proprement parler, mais en revanche, la collectivité s'est saisie à travers une conférence sociale de ces questions-là. On a parlé du prix des produits de grande consommation, on a parlé des prix du carburant, et on a même trouvé quelques solutions d'ailleurs sur ces sujets-là. Et l'autre préoccupation du moment, effectivement, c'est cette résurgence de la violence qu'on a vu poindre à travers ces 3 dernières semaines, 2 vagues d'attentats contre des résidences secondaires et contre des biens de l'État, puisque les locaux de la délégation de la direction des finances publiques ont été touchés, c'était un des tout débuts de semaine, des attentats dont il faut le préciser, n'ont pas été revendiqués par les groupes clandestins qui ici depuis 2014 ont déposé les armes, il faut le préciser. Alors, le président de la République a refusé l'invitation des dirigeants nationalistes à s'exprimer devant l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Il ne verra donc ni le président de l'exécutif, ni le président de l'Assemblée corse. Ça a été bien préparé, ce voyage, par l'Élysée. Ah oui, ça a été préparé puisque en fait dès lundi et dès mardi dans le journal, le président Macron, à travers une interview, appelait les 2 présidents, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, à nouer un dialogue pragmatique et pour l'histoire, disait-il à ce moment-là, en les invitant à se rendre donc à Kotzane dans le grand débat. Pour le grand débat, mais pas seulement. Il était question de parler aussi des questions qui importent beaucoup aux yeux de l'exécutif, l'autonomie de la Corse, le statut fiscal et social propre à la Corse, le sort des détenus politiques. Cette invitation n'a pas été, il n'y a pas eu de réponse de la part de Gilles Simeoni ou Jean-Guy Talamoni à cette invitation. Hier matin, on a eu une contre-proposition qui demandait donc au président de la République de se rendre ce matin devant l'Assemblée de Corse pour y débattre avec les différents groupes des questions de la Corse. Ça n'est pas venu à l'agenda présidentiel. Le président Macron a décliné. En revanche, il les avait invités à nouveau cet après-midi, tous les 2 présidents Talamoni et Simeoni, à venir dans un cadre un petit peu plus privé que le débat, discuter de la Corse. Là aussi, fin de non-recevoir. C'est la répétition de ce qu'on observe depuis plusieurs semaines dans l'île. L'entretien privé qui précède toutes les réunions du grand débat dans les régions entre le président de cette région-là, donc le président de l'exécutif et le président de la République à l'Élysée, n'a pas eu lieu il y a une quinzaine de jours. Gilles Simeoni a décliné. Le lendemain, il devait y avoir un contact téléphonique entre les 2. Ça n'a pas été possible, encore une fois. Antec, pour terminer, île morte, ça veut dire quoi,
On a déclaré la Corse île morte, c'est vrai. Et aujourd'hui, il ne se passera rien. Alors, île morte, c'est de 14h à 18h un appel des nationalistes à baisser le rideau et à fermer les administrations. Quel en sera l'écho? C'est de 14h à 18h, au moment où se tient le grand débat à Kotzan. On ne sait pas si le mouvement sera suivi à Bastia, à Ajaccio, mais également dans les autres villes. Là aussi, c'est une démonstration de force, clairement. Merci beaucoup Roger Antec, rédacteur en chef de Corse Matin, partenaire de cette édition. On a vu derrière vous l'interview d'Emmanuel Macron lundi, la une d'hier et puis la une de ce matin de Corse Matin, le journal que vous dirigez. Bonne journée en Corse. Tout de suite, on démarre ce journal avec des parents d'élèves mobilisés contre la loi Blanquer. Les parents d'élèves de l'école Giono à la Valette ont bloqué leur établissement pour protester contre le projet de loi Blanquer. Une loi qui pourrait complètement réorganiser le fonctionnement de l'école et qui inquiète au-delà des parents le personnel éducatif. Marion Colangelo de Azur TV nous le raconte. Les parents d'élèves de l'école Giono à La Valette ont bloqué l'établissement pour protester contre la loi Blanquer. Une loi qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre et qui les inquiète pour l'avenir de leurs enfants. Nous, demain, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien dans l'école et surtout garder cette proximité qu'on risque de perdre peut-être avec certaines lois, certains amendements qu'on ne comprend pas toujours, mais qui ne nous semblent pas forcément dans la bonne direction. Nous, on est là aussi pour éviter que les classes soient trop remplies, pour ne pas enlever les bonnes conditions d'apprentissage à nos enfants, éviter qu'il y ait des étudiants Bac plus 2 qui enseignent nos enfants parce que le risque c'est qu'ils ne s'en sortent pas et que nos enfants en pâtissent dans leur apprentissage. Donc c'est pour les bonnes conditions d'apprentissage et la proximité qu'on est là. Un projet de loi qui inquiète tout aussi bien les parents d'élèves que les personnels enseignants et les syndicats, puisque c'est toute la structure de l'école telle qu'elle est actuellement qui est remise en cause selon eux. C'est un projet de loi qui a réussi le tour de force de réunir toute la communauté éducative contre ce projet. C'est un projet qui pour nous détricote l'école de la République comme on la connaît aujourd'hui, avec des mesures particulièrement destructrices pour les écoles maternelles et élémentaires, comme la création d'établissements qui fusionneraient les écoles avec les collèges, avec à la clé la disparition des directrices et directeurs d'école, qui pour nous sont des maillons essentiels au bon fonctionnement des écoles maternelles, aux relations avec les parents, aux projets pédagogiques, aux questions de sécurité. Donc c'est quelque chose qui pour nous va à l'encontre de l'intérêt des élèves, mais aussi des enseignants et des parents. Le maire de la commune était également présent à ce rassemblement pour témoigner son soutien aux parents d'élèves et pour défendre l'école de la République. Je pense que c'est une restructuration qui déstructure une fois de plus les écoles et surtout l'école de la République. Et moi je suis là pour défendre cette école-là. Un rassemblement aura également lieu devant l'inspection académique du Var ce jeudi. Et direction l'Occitanie maintenant, et un plan pour mieux intégrer les étudiants autistes à l'université. Un menu simple, écrit noir sur blanc et surtout connu à l'avance. Voilà comment l'université Jean Jaurès de Toulouse incite les étudiants souffrant d'autisme à venir manger au Resto U et donc à mieux s'intégrer. Une idée partie d'un constat, la plupart des étudiants autistes ne déjeunent pas sur place car ils souffrent de troubles de l'alimentation. Ce menu fait partie d'actions visant à améliorer l'accueil des étudiants autistes dans les différentes universités de France. Un plan initié par l'Université fédérale de Toulouse qui va se poursuivre jusqu'en 2028. Aujourd'hui, 15 universités en France s'en sont dotées, comme celle de Montpellier, vous allez le voir. Antoine Maéliès pour Via Occitanie. Un menu simple, écrit noir sur blanc et surtout connu à l'avance. Au menu aujourd'hui, nous avons du riz nature, des épinards à la sauce soubise et un poulet à l'américaine. Voilà comment à l'université Jean Jaurès de Toulouse, on incite les étudiants souffrant d'autisme à venir manger au Resto U et donc à mieux s'intégrer. Une idée partie d'un constat, la plupart des étudiants autistes ne déjeunent pas sur place car ils souffrent de troubles de l'alimentation. Il n'y avait pas de mélange, il n'y avait pas de surprise, c'était dit à l'avance. Je viens assez régulièrement, c'est juste, j'opte une stratégie en particulier pour les horaires. Par exemple, je ne vais pas au RU à partir de 12h30 parce qu'il y a trop de monde, trop de bruit et ça m'angoisse vraiment beaucoup. Je ne me sens pas à l'aise, du coup je mange vers 11h30.
Ce menu fait partie d'une action baptisée Université Aspice Friendly. Elle vise à améliorer l'accueil des étudiants autistes dans les différentes universités de France. Aspice Friendly vise à rendre cette université inclusive en repensant la façon dont les cours sont dispensés, en repensant par exemple l'accès au logement, les déplacements des étudiants et tout simplement la vie estudiantine en général. Ce plan initié par l'Université fédérale de Toulouse va se poursuivre jusqu'en 2028. Aujourd'hui, 15 universités en France s'en sont dotées, comme celle de Montpellier. Voilà, on part pour la Bretagne où depuis 25 ans, le département du Morbihan est précurseur dans les hébergements à destination des personnes âgées. Le concept, une colocation de 8 personnes souffrant d'Alzheimer ou de maladies apparentées. On en compte plus d'une quarantaine implantées notamment dans les petites communes rurales. Caroline Chevrolier de TB Sud s'est rendue sur place. Regardez. Tisplane ou la Maison Lumineuse en breton. Dans ce domicile partagé vivent 5 colocataires âgés de 83 à 95 ans. Des personnes désorientées, en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus vivre seules. L'assistante de vie est là pour assister les résidents, à les aider à manger, s'habiller, faire leur toilette. On s'adapte aux résidents, chacun a son petit rythme. On a des résidents qui se réveillent à 6h30, donc ils ont leur petit déjeuner soit en chambre, soit ici. Après, c'est leur rythme, ils font comme ils veulent. S'ils veulent aller faire un tour dans le jardin, ils y vont. On est là pour surveiller quand même, mais il n'y a pas de règles. Des assistantes de vie se relayent ainsi de jour comme de nuit, une structure à taille humaine où les liens se tissent au fil des jours. Leurs histoires, leurs photos, souvent dans les chambres. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut les projeter dans ce passé. Donc il y a vraiment un rapport intéressant de se dire « ah ben c'était comme ça ». Puis des fois on fait des rapprochements « ah oui mais c'est pour ça qu'il réagit de telle façon parce qu'il s'est passé ça dans le passé ». Ou voilà. On les imagine avant, ils ont un vécu derrière. Ici, tous les frais sont partagés entre les colocataires. En moyenne, il leur en coûte 1 300 € par mois, aide soustraite. Une alternative aux EHPAD, particulièrement adaptée aux petites communes rurales. C'est des petites structures avec une dimension familiale et c'est ça aussi l'avantage des petites communes où tout le monde se connaît, etc. Donc ça permet aussi de retrouver du lien, de retrouver une ambiance très, très familiale, très proche des gens. Ils ont encore une place dans le groupe, voilà, chacun avec sa personnalité, etc. Et ça, c'est extrêmement important, quoi. Mais l'équilibre financier repose sur la présence de 8 personnes. Le 16 mars dernier, la petite fille de Thérèse, tout juste 89 printemps, lance un appel sur les réseaux sociaux. En moins de 2 semaines, il est relayé 30 000 fois et porte ses fruits. 2 nouveaux colocataires vont rejoindre les habitants d'ici la mi-avril. On poursuit ce JT, destination la Loire-Atlantique maintenant. On connaît les tickets resto, voici les tickets sport. Sur le même principe que le ticket pour déjeuner, un ticket pour faire du sport. C'est l'idée d'une start-up nantaise. Créée en juin 2017, elle veut faire entrer le sport dans les entreprises. Et avec ces tickets, les salariés des structures adhérentes vont pouvoir pratiquer du badminton entre collègues à moindre coût ou faire du yoga dans la salle de pause de leurs entreprises. Exemple chez un courtier en assurance séduit par l'initiative et qui la teste depuis quelques semaines. Un reportage de Télé-Nantes, notre partenaire. La quinzaine de salariés de cette grande entreprise d'assurance va transpirer ce soir-là. Au programme, du gainage, des étirements, bref, du sport dans les locaux de l'entreprise. Une aubaine pour ces travailleurs majoritairement sédentaires. Je fais pas du tout de sport chez moi. Quand je rentre chez moi, j'ai pas le courage de m'y mettre. J'ai tellement d'autres choses à faire que là, voilà, on s'inscrit à l'avance. On se sent un peu engagé, ça force un petit peu après le boulot de faire de l'exercice et c'est fondamental. Ici, c'est l'entreprise qui paye les cours de sport. La start-up Fitly les organise et envoie un coach sur place. La jeune entreprise nantaise propose différentes formules avec un même objectif, faciliter la pratique du sport auprès des salariés. Aujourd'hui, il y a plusieurs freins dans les entreprises pour les pratiquer. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas où, on ne sait pas quand on va aller faire son activité sportive. Et donc directement via Fitly, donc c'est son entreprise qui va pouvoir pousser ce type d'action, soit en interne, donc avec des programmes avec des coachs sportifs qui vont venir, avec des profs de yoga, soit en fait avec un cofinancement via le ticket sport. Pour l'entreprise, l'intérêt est double, des salariés en forme et une cohésion des équipes renforcée, le tout dans une démarche globale de bien-être au travail.
Ça leur permet d'avoir une solution à la maison, on va dire, et donc et puis d'avoir contact avec d'autres collaborateurs avec lesquels ils ne travaillent pas forcément au quotidien. Donc du coup, ça facilite les échanges et c'est un moment très convivial. Donc on a eu très bons retours sur les premières séances qui ont été mises en place. Yoga, escalade, fitness, badminton, plusieurs sports sont ainsi proposés aux entreprises. Des tournois sont également organisés tous les mois. Voilà, on poursuit ce JT des territoires en examinant les unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. Bonjour Saveria, à la une de l'Écho de la Haute-Vienne. Nouvelle journée d'action dans l'éducation nationale ce matin. Blanquer entends-tu? Ils étaient 36 000 dans la rue le 30 mars dernier à l'appel des 7 principaux syndicats de l'éducation. Les enseignants se mobilisent à nouveau aujourd'hui pour protester contre le projet de loi Blanquer et la réforme du lycée. Des grèves et des manifestations sont prévues à travers le pays. Cible de toutes les défiances, un amendement au projet de loi présenté par le ministre de l'Éducation. Objectif, la création de regroupements d'un collège et d'une ou plusieurs écoles du même secteur. Certains y voient sur le long terme la disparition des directeurs d'école. Dans un communiqué, 7 syndicats estiment même qu'il bouleverserait radicalement le fonctionnement et la structure de l'école de façon globale. C'est le flou autour du projet baptisé École de la confiance qui inquiète le corps enseignant. Le texte a déjà été voté à l'Assemblée nationale. Il doit encore passer début mai devant le Sénat. Voilà, et des éclairages supplémentaires dans un instant avec Guillaume Doyen dans le Club de la Presse sur ce sujet précisément. À la une de Ouest France, fin de la tournée d'Emmanuel Macron. Dans le cadre du grand débat, nous étions en Corse d'ailleurs il y a quelques minutes en direct. Voilà, précisément. Donc Emmanuel Macron sera en Corse aujourd'hui pour la dernière étape de son Tour de France des régions. Hier, en Bretagne, il a promis des réponses à la crise sans reniement ni entêtement. Pour son ultime débat, le chef de l'État va rencontrer les élus corses à l'Assemblée. Ils ont refusé de se rencontrer à l'Assemblée de Corse, proposition que le chef de l'État a refusée. 150 maires vont donc rencontrer le chef de l'État à Cozzano, une réunion qu'ont décidé de boycotter les responsables nationalistes. L'atmosphère était plus consensuelle hier en Bretagne, donc au centre des congrès de Saint-Brieuc, où le président a échangé pendant 3 heures avec 600 élus réunis pour les premières assises des maires de Bretagne, nous raconte donc Ouest France ce matin. Voilà, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, Saint-Nazaire, capitale des Gilets jaunes, c'est à la une de Presse Océan. 700 gilets jaunes venus de toute la France sont attendus à partir de demain jusqu'à dimanche pour la 2e assemblée des assemblées. Le 26 janvier, ils étaient plus de 400 venus participer à une première assemblée des assemblées près de Commercy, dans la Meuse, pour cette seconde réunion organisée pendant 3 jours à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Il devrait donc être aux alentours de 700, dont 500 représentants des 250 délégations qui sont inscrites. 3 journées placées sous le signe de la fraternité exemplaire, l'occasion également de prendre le pouls d'un mouvement qui s'essouffle inexorablement. Et puis c'est à la une de Libération. Libération Champagne. 10 mesures pour éviter les crues ce matin. Peut-on éviter les crues et comment mieux les combattre? S'il semble difficile d'empêcher les crues, il est en revanche possible de s'adapter aux risques d'inondations toujours plus fréquents. Cela passe notamment par des constructions mieux réfléchies et l'usage de matériaux adaptés. Un rapport remis au gouvernement propose 10 mesures pour diminuer au maximum les conséquences d'une crue. Parmi les solutions les plus évidentes, des lacs réservoirs, comme les 4 grands lacs réservoirs créés à la suite de la grande crue en 1910. Voilà, merci Saveria. On vous retrouve donc tout à l'heure pour une émission spéciale en 3e partie de cette édition. On va tout de suite passer au Club de la Presse. Guillaume Doyen, Thierry Dupont sont là. Bonjour Thierry Dupont de l'Express. On va parler avec vous des européennes, mais on va parler d'une partie un peu moins connue que vous mettez en exergue dans l'Express cette semaine, c'est l'aspect financier de ces élections européennes. Et bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. On va revenir avec vous sur ce dont on vient de parler dans la revue des unes de la presse quotidienne régionale, ces maires ruraux qui sont braqués contre la loi du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous nous expliquerez et décryptez pourquoi ils le sont braqués. Thierry Dupont, européenne, vous titrez La Grande Faucheuse, un papier que vous signez dans l'Express avec Ludwig Gallet et Éric Mandonnet. C'est l'aspect financier. Vous dites en fait dans ces européennes que les petits partis, les
petits candidats, on va expliquer d'ailleurs ce qui est petit, ont tout à gagner ou tout à perdre dans ces élections européennes. Oui, parce qu'en fait, pour la première fois depuis 20 ans, nous avons des circonscriptions nationales. Alors, il y a une seule liste pour toute la France qui permet à chacun de pouvoir candidater, quasiment un chef de parti. Il faut trouver 79 noms, mais on peut y aller. Le problème, c'est qu'il y a 2 barres à atteindre. La première, c'est 3% des voix, et il faut, à ce moment-là, on peut être remboursé de ses frais de campagne, et 5%, on obtient des élus. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'était qu'il y a pour certains chefs de parti la tentation d'y aller en se préparant pour la présidentielle de 2022. C'est-à-dire que, comme c'est une élection quasiment nationale, c'est une sorte de répétition générale avant les présidentielles. Le problème, c'est que si vous ratez et la barre des 5% et la barre des 3%, vous disparaissez du paysage. On a pris quelques exemples de ceux qui prennent des risques en y allant cette fois-ci. Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Nicolas Dupont-Aignan. Et Jean Lassalle. Alors, également. Vous dites sans un sou, Jean Lassalle. Il hésite beaucoup parce qu'il dit « je n'ai pas le million d'euros nécessaire pour mener campagne ». On aurait pu également ajouter Florian Philippot, qui lui là joue sa survie puisqu'il était eurodéputé sortant. S'il n'est pas réélu là en 2020, il a quasiment aucune chance de se présenter en 2022. Quoi, c'est la prime aux partis institutionnalisés, aux vieux partis, aux anciens partis, tout de même, cette affaire? Non, le problème, c'est un problème de positionnement et d'offres politiques. Là, par exemple, pour Benoît Hamon, vous avez ni les LR n'ont de problème. Bon, la République En Marche non plus, vous l'expliquez bien dans le papier. Le Rassemblement National non plus. Donc, les partis les plus installés, au fond, eux, n'ont aucun problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème démocratique, entre guillemets, dans cette affaire ? Oui, peut-être. En tout cas, il y a la prime quand même à des gens qui sont effectivement installés. Là, vous avez effectivement Benoît Hamon qui se retrouve au milieu d'un paysage à gauche qui est totalement morcelé. Vous avez le Parti socialiste qui s'est allié avec Place Publique. Vous avez les communistes. Vous avez les Insoumis. Yannick Jadot qui est maintenant mais lui aussi bénéficie d'une marque qui est très installée puisque il est à la tête de la liste Europe Écologie Les Verts. Donc, effectivement, il y a peut-être une prime à l'installation, mais en même temps, pour ces petits candidats, entre guillemets, je ne veux pas leur faire d'affront. Bien sûr, on peut dire entre guillemets. Il y a également la chance d'être sur les plateaux télé. Ce soir, il y a le premier grand débat avec 12 candidats. Alors, 12 candidats, ça va être aussi compliqué pour chacun d'entre eux d'exister. Mais en tout cas, pour ceux qui ont tout à gagner ou tout à perdre, il y a une occasion de se faire connaître. Thierry Dupont, les Européennes, la grande faucheuse, c'est le titre de votre article. Donc sur... Oui, la grande faucheuse, parce qu'il y a eu 2 précédents dans l'histoire. C'est Michel Rocard en 1994 et Philippe Séguin en 1999, qui étaient tête de liste, l'un pour le PS, l'autre pour la droite, et qui se sont crachés. Malheureusement, on ne vote jamais vraiment sur les questions européennes aux européennes. C'est toujours très, très matiné d'enjeux nationaux. Ouais. Et ce le sera encore cette fois-ci. Guillaume Doyen, les maires ruraux sont braqués contre la loi Blanquer, la loi du ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas que les instituteurs, il n'y a pas que les professeurs du secondaire et les parents d'élèves. Il y a les maires ruraux. Les maires ruraux. La loi prévoit, elle n'est pas encore votée, elle est en cours d'examen, elle prévoit notamment la création, permettez-moi de le lire tel quel, parce que c'est du jargon éducation nationale, d'établissements publics des savoirs fondamentaux. En clair, il s'agit pour les collectivités qui le souhaitent d'associer les classes d'un collège et de une ou de plusieurs écoles situées dans le secteur. En fait, c'est la concentration, ça. En fait, on fait de la concentration soit physique, carrément l'école est installée contre, avec les bâtiments du collège, ou bien on fait du réseau, vous voyez. Et ce que craignent les maires ruraux, qui sont extrêmement attachés à leur école de village. D'abord parce qu'il y en a de moins en moins, et ensuite parce que c'est la première de leur mission, l'enseignement. Historiquement, le maire, c'est le patron de l'école. Il n'y a rien de plus important politiquement pour lui, symboliquement. Le garant que ça se passe bien. C'est le garant que ça se passe bien. Il est presque, si j'ose dire, si je pousse loin, c'est le patron de l'éducation locale, le maire. Et ça, depuis le 19e siècle, c'est comme ça, la République s'est construite comme ça aussi. Donc, ils craignent finalement que leurs écoles disparaissent et qu'elles soient attachées à des collèges de bourgs, de centres-bourgs, de bourgades, et qu'on continue ce mouvement de fermeture des petites écoles rurales. Un village sans école, c'est une aggravation, si vous voulez, de la baisse de sa démographie et la mort quasi assurée. Mais c'est vraiment l'intention du ministre de l'Éducation nationale ? Alors, il dit non. Il dit ça n'est
pas mon intention. Mon intention, c'est qu'on le fait uniquement sur la base du volontariat. Si la collectivité le souhaite. Ce à quoi l'association des maires ruraux de France décide, ça n'est pas comme ça que marche l'administration. Quand elle met la pression, les choses se passent, quand bien même les collectivités le souhaitent ou pas. C'est l'État, in fine, qui décidera de ce qui se passera. Le rectorat, l'éducation nationale reviendra sans cesse à la charge. Leur crainte, c'est que ça ait lieu, qu'ils le souhaitent ou non. Et la qualité. J'ajouterais juste, il y a une autre figure, c'est celle du directeur d'école, qui est quand même, absolument, qui est fondamentale. Qui a été popularisé par de nombreux films. Oui, et vous allez là, il y a quand même. Je ne suis pas un spécialiste du dossier, mais il y a quand même une inquiétude qu'on sent et qu'on sent assez forte chez tout le monde, y compris chez les parents d'élèves. La qualité de l'enseignement dans tout ça, elle sera remise en cause, elle peut l'être avec cette loi. Alors, au fond, là, ils n'ont pas encore tellement abordé la qualité de l'enseignement, mais ils pointent plusieurs choses quand même. C'est les délais de déplacement des enfants entre l'école, si jamais ces regroupements ont lieu, entre leur domicile et l'école. Donc effectivement, si vous avez 3 quarts d'heure de car, vous n'arrivez pas dans les meilleures dispositions possibles pour recevoir une instruction, même fût-elle de qualité. Deuxièmement, ce qui redoute en effet, c'est qu'en rattachant même administrativement une école et son directeur à un établissement, à un collège, les choses soient gérées de loin, même si ça n'a pas bougé. Vous voyez. On perd le contact. On perd le contact. Alors, tout ça mérite d'autres explications. Le ministre en a donné, d'ailleurs, il a bien dit, on parle de volontariat. Les directeurs d'école, au contraire, je vais leur donner un statut, je ne vais pas les faire disparaître, je vais plutôt améliorer les choses. Donc, pour l'instant, il y a de l'inquiétude, mais attendons aussi de voir à quoi aboutira cette loi qui va passer devant le Sénat. Les maires ruraux braqués contre la loi Blanquer, c'est dans la Gazette cette semaine d'ailleurs. Et puis, je rappelle votre titre, Finance, la dette, ça peut aussi être chouette. Alors là, ça méritera une explication de votre part. Merci Guillaume Doyen, merci Thierry Dupont. On vous retrouve en deuxième partie de l'émission après l'invité politique Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse justement, qui sera là dans un instant. Tout de suite, c'est la météo des territoires de Gilles Moule. Tant qu'il fait en France, vous allez voir, ça s'améliore bien. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant d'accueillir le Benjamin du gouvernement sur ce plateau dans quelques minutes, on regarde ce qui se passe du côté de l'actualité du monde avec TV5 Monde. C'est Carlos Ghosn, vous le savez, arrêté à nouveau au Japon en garde à vue cette nuit. La lettre du président Bouteflika aux Algériens et puis Joe Biden, l'ancien vice-président américain de Barack Obama, qui s'explique sur des gestes qu'il aurait eu, soi-disant déplacés. Il le nie, il pourrait être candidat lui aussi à la primaire démocrate des élections présidentielles américaines. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Une dizaine d'enquêteurs se sont présentés à son domicile. Ils sont restés moins d'une heure, puis une voiture a quitté les lieux, avec sans doute Carlos Ghosn à son bord. L'homme d'affaires a été arrêté, vous le disiez, pour des soupçons de malversation financière. Une trentaine de millions d'euros de Nissan qui ont été versés à un concessionnaire du constructeur automobile basé à Oman, et dont une partie aurait abouti à une société libanaise contrôlée par des associés de Carlos Ghosn, voire aurait financé une start-up fondée par son fils,
et aurait servi à l'achat d'un yacht. Une lettre très longue dans laquelle le président Bouteflika a certainement voulu jouer avec les sentiments. Il a dit qu'il ne pouvait pas quitter les Algériens sans leur écrire. Dans une phrase, il demande pardon au cas où il se serait trompé avec ses compatriotes à travers un geste ou un mot. Certains observateurs considèrent que cette lettre est une manière un peu de ne pas sortir par la petite porte et de provoquer la compassion auprès des Algériens. Une lettre qui était totalement inattendue, qui tombe donc au lendemain de sa démission. Une manière pour lui de vouloir quitter les Algériens sur une bonne note. Jambes croisées, l'allure détendue mais le ton grave. L'ex-vice-président américain Joe Biden s'adresse aux Américains dans une vidéo publiée sur Twitter. Une réponse aux accusations de gestes déplacés à l'encontre de plusieurs femmes. Je serre les mains, je fais des accolades, j'encourage. Les normes sociales sont en train de changer et les limites de la sphère intime à ne pas franchir sont renouvelées. J'ai saisi, je comprends. J'ai entendu ce que disent ces femmes. J'y serai plus attentif. Une promesse loin d'être suffisante pour les femmes se déclarant victimes de l'ancien vice-président de Barack Obama. Depuis la semaine dernière et les premières accusations de gestes inappropriés, plusieurs images viennent alimenter la controverse aux États-Unis, dont celle-ci. Joe Biden attarde ses mains sur la femme de l'ancien secrétaire d'État à la Défense. Le public montréalais a réservé un accueil triomphal à Fatoumata Diawara. La Malienne, considérée comme l'une des meilleures artistes africaines actuelles, a rempli les salles lors de cette tournée nord-américaine, auréolée de sa nomination aux Grammys et du fait que son dernier album est sur la liste d'écoute de Barack Obama. On veut la paix, on veut la paix, on veut plus d'amour pour les enfants de demain. Voilà, deuxième partie de cette émission Territoire d'Info, avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios et les télés locales de France, le réseau Via Télévision et avec TV5 Monde. Et notre invité ce matin, direct sur ce plateau, c'est le Benjamin du gouvernement. Bonjour Gabriel Attal, vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et merci d'être là. Vous vous interrogez à mes côtés, Oriane Mancini, bonjour, spécialiste politique de Public Sénat, et Christelle Bertrand du groupe La Dépêche qui représente la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin. Gabriel Attal, on en vient tout de suite à l'actualité. Vincent Crase,